La nuit avait laissé des traces sur le visage de Manu, comme une poussière sombre que le sommeil n'avait pas réussi à effacer. Il était resté longtemps immobile, les yeux ouverts dans l'obscurité, à écouter le souffle régulier d'Ève à ses côtés, incapable de trouver la moindre paix. Chaque pensée revenait au même point, obstinée, douloureuse. Ce bouton, ce détail infime devenu une montagne, cette accusation qui s'était glissée dans sa vie avec la violence d'une déflagration silencieuse. Quand Ève se leva enfin, le jour était déjà bien entamé. Elle tenta de masquer son inquiétude derrière des gestes ordinaires, mécaniques, le café qu'elle préparait, les tasses qu'elle posait sur la table, ce sourire fragile qu'elle essayait de lui offrir comme une protection dérisoire contre l'angoisse qui les entourait tous les deux. Manu la remercia d'un regard, sans trouver la force de parler. Il avait l'impression que chaque mot risquait de fissurer un peu plus l'équilibre précaire qu'il tentait de maintenir. Dans le silence de la cuisine, il sentait pourtant la tension monter, lourde, presque palpable. Comme si l'air lui-même se préparait à se briser. C'est à ce moment-là qu'Aude apparut, accompagnée de collègues, une commission rogatoire à la main. Sa présence, sitôt, sonnait comme une confirmation de ce que Manu redoutait depuis des heures. La journée ne faisait que commencer, et elle promettait déjà d'être implacable. La perquisition se déroula sans éclat de voix, sans gestes inutiles. Tout était froid, méthodique, réglé comme une procédure qu'on applique sans état d'âme. Manu se sentait étrangement étranger à sa propre maison, observant ces inconnus fouiller ses affaires, ouvrir ses tiroirs, toucher à des objets chargés de souvenirs. Ève tentait de rester digne, droite, mais son regard trahissait une peur sourde, celle de voir leur intimité réduite à un dossier, à une suite de preuves potentielles. Lorsque la veste fut retrouvée, le temps sembla se figer. Le bouton manquant, celui qui correspondait parfaitement à l'élément clé du dossier, suffisait à faire basculer la scène dans une autre dimension. Manu sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Ce n'était plus une simple enquête, c'était un piège qui se refermait lentement, avec une précision terrifiante. Il appela Levard presque aussitôt, cherchant dans la voix de son avocat un ancrage, une rationalité capable de tenir tête au chaos qui l'envahissait. Mais même à travers le combiné, Manu percevait l'inquiétude contenue de Levard. Cette histoire de bouton n'arrangeait rien, au contraire, elle donnait à l'accusation une consistance dangereuse, presque irréfutable aux yeux de ceux qui cherchaient des certitudes simples. Pendant ce temps, ailleurs, dans un cabinet aux murs clairs et rassurants, Charlotte faisait face à ses propres démons. Assise devant Lucie, elle parlait d'une voix hésitante, parfois tremblante, parfois étonnamment détachée. Les mots qu'elle prononçait semblaient lui échapper autant qu'ils la soulageaient. Elle évoquait Manu, son regard, sa présence. Mais peu à peu, quelque chose se brouillait. Dans son esprit, les visages se confondaient. Manu n'était plus tout à fait Manu. Par moments, c'était Sacha qui prenait sa place, avec ses gestes brusques, son regard animal, cette violence ancienne qui revenait la hanter comme une vague incontrôlable. Charlotte revivait l'agression passée, celle qu'elle croyait enfouie depuis longtemps, mais qui se rappelait à elle avec une intensité brutale. Elle répétait qu'elle avait dit non, qu'elle avait résisté, que rien n'avait pu arrêter ce déferlement qu'elle décrivait comme une perte totale de contrôle. Lucie l'écoutait attentivement, notant chaque détail, consciente de la fragilité extrême de sa patiente. Charlotte n'était pas dans le mensonge calculé, elle était prisonnière d'une mémoire fracturée, d'une douleur ancienne qui contaminait le présent. La frontière entre les souvenirs et la réalité s'effaçait dangereusement, et cette confusion devenait, sans qu'elle s'en rende compte, une arme redoutable. À des kilomètres de là, Jérémy tentait de garder la tête hors de l'eau. Paloma le voyait bien, il était à bout, nerveux, irritable, comme s'il portait sur ses épaules un poids qu'il n'arrivait plus à soutenir. Elle essayait de le rassurer, de lui rappeler que sa thèse se passerait bien, qu'il avait travaillé dur, qu'il méritait sa place. Lorsqu'il s'excusa de son comportement, la serrant dans ses bras avec une sincérité presque désespérée, Paloma sentit combien il avait besoin de croire encore en lui-même. Mais le doute, insidieux, s'était déjà installé. Le jour de la présentation arriva, et avec lui cette tension particulière qui précède les moments décisifs. Devant le jury, composé notamment de Janet, Alain et Clémence, Jérémy exposa son travail sur les thérapies biologiques avec application. Sa voix était claire, ses arguments structurés, mais une nervosité sourde transparaissait dans chacun de ses gestes. Lorsque Clémence prit la parole, l'atmosphère changea brutalement. Elle révéla que le projet de Jérémy était identique à celui de Laurine, jusque dans ses développements. Le choc fut immédiat. Janet, abasourdie, ne parvenait pas à dissimuler sa stupeur. L'instant d'avant, ils évaluaient un travail prometteur. Soudain, ils se retrouvaient face à une question éthique lourde de conséquences. Qui avait copié qui ?
Cette accusation jetait une ombre durable, non seulement sur Jérémy, mais sur tout l'équilibre fragile du milieu universitaire qu'il représentait. Rien ne serait plus simple, désormais, que de rendre une décision rapide. Pourtant, ce dossier-là ne se prêtait pas à la facilité. Au commissariat, Baker tentait de maintenir une ligne claire au milieu des zones grises qui s'accumulaient. Avec Aude et Cécile, il soulignait que l'affaire reposait encore largement sur une parole contre une autre. Mais Aude ne pouvait s'empêcher de rappeler que Charlotte était déjà perturbée avant l'agression présumée, évoquant ce départ précipité du voyage scolaire, ce stop pris sur un coup de tête, autant de signes d'un malaise antérieur. Ces éléments, mis bout à bout, ne disculpaient pas Manu, mais ils dessinaient un tableau plus complexe, moins manichéen. Un tableau qui laissait entendre que quelque chose clochait, sans qu'on puisse encore dire quoi. Dans ce climat tendu, Sabine fit part de ses doutes à Ève. Elle avoua ne pas comprendre pourquoi Charlotte aurait inventé une telle histoire, envisageant pour la première fois que Manu ait pu dérailler. Ces mots furent comme une gifle pour Ève. Elle sentit une colère sourde l'envahir, mêlée à une profonde déception. Ne pas être soutenue par une amie, dans un moment aussi critique, lui semblait presque aussi douloureux que l'accusation elle-même. Elle quitta la conversation avec un sentiment d'isolement total, convaincue qu'on était en train de juger Manu avant même d'avoir cherché à comprendre. Dans l'ombre, Noura tenta d'apporter un peu de réconfort à Charlotte. Malgré les tensions passées, elle l'appela pour lui dire qu'elle était de tout cœur avec elle. Ce geste, simple en apparence, ajoutait pourtant une couche supplémentaire de complexité à la situation. Charlotte n'était pas seule, elle était entourée, soutenue, et donc, d'une certaine manière, renforcée dans sa position de victime aux yeux des autres. Jérémy, de son côté, reçut un message qui acheva de le déstabiliser. La commission réservait sa décision concernant sa thèse. Ce n'était ni un oui, ni un non. Une suspension inquiétante, qui laissait entendre que le doute était trop grand pour être tranché immédiatement. Il ne comprenait pas. Pour lui, les choses avaient toujours été claires. On validait ou on refusait. Cette zone grise lui donnait l'impression d'être déjà condamné, sans que la sentence soit officiellement prononcée. Janet, consciente du climat explosif que cette affaire pouvait engendrer à l'hôpital, décida de tirer les choses au clair. Avant que l'ambiance ne se détériore davantage, il fallait comprendre, qui avait plagié qui? Derrière cette question se jouait bien plus qu'un simple conflit académique, c'était la crédibilité de tout un système qui était en jeu. En fin de journée, Manu retrouva Alex autour d'un verre. Ce moment, presque anodin en apparence, prit rapidement une dimension capitale. Manu lui parla du bouton, de cette preuve qui semblait le condamner, de cette sensation d'être pris dans un engrenage qu'il ne contrôlait plus. Peu à peu, à mesure qu'il mettait des mots sur ses intuitions, une conviction s'imposa à lui, il était piégé. Il ne s'agissait pas seulement d'une erreur, ni d'une coïncidence malheureuse. Quelqu'un tirait les ficelles, et Charlotte, malgré tout ce qu'on disait, n'était peut-être qu'un pion, manipulé par une personne qui lui en voulait profondément. Alex l'écoutait avec attention, partagé entre la compréhension et l'inquiétude. Il voyait bien la lucidité qui commençait à émerger chez Manu, cette capacité à prendre du recul malgré la pression. Mais il savait aussi à quel point la situation était dangereuse. Il lui rappela, fermement, qu'il ne devait surtout pas mener l'enquête de son côté. Le risque était trop grand, les conséquences potentiellement irréversibles. À ce moment-là, Manu sentit à quel point la vérité pouvait être une arme à double tranchant. Comprendre le piège était une chose. S'en extraire en était une autre. Et tandis que la nuit retombait sur Montpellier, chacun, à sa manière, se préparait à affronter la suite, sans encore mesurer l'ampleur des dégâts à venir. La nuit n'apporta aucun apaisement. Pour Manu, elle ne fut qu'un prolongement étouffant de la journée, un espace suspendu où les pensées tournaient en boucle sans jamais trouver d'issue. Chaque détail revenait le hanter avec une précision presque cruelle, le bouton retrouvé, les regards soupçonneux, les silences lourds de sous-entendus. Il avait l'impression que sa vie entière se réduisait désormais à une suite de fragments qu'on examinait à la loupe, cherchant la faille qui permettrait de tout expliquer. Ève, elle, restait éveillée à ses côtés, feignant le sommeil pour lui laisser l'illusion d'une normalité. Mais à l'intérieur, elle bouillonnait. Elle repassait mentalement chaque conversation de la journée, chaque mot prononcé par Sabine, chaque hésitation dans les regards de ceux qu'elle croyait proches. Cette solitude nouvelle lui faisait plus mal que la peur elle-même, le sentiment d'être encerclé par le doute, même parmi ceux qui disaient vouloir comprendre. Au petit matin, Manu se leva sans bruit. Il avait besoin d'air, d'un instant de solitude pour reprendre pied. Devant la fenêtre, il observa la ville s'éveiller, indifférente à son chaos intérieur. Montpellier continuait de vivre, de respirer, comme si rien n'était en train de se jouer pour lui. Cette indifférence lui donna presque le vertige.
Pendant ce temps, Charlotte tentait de donner un sens à ce qu'elle ressentait. Après sa séance avec Lucie, elle se sentait épuisée, vidée, mais aussi étrangement troublée. Les images de Sacha revenaient sans prévenir, se mêlant à celles de Manu jusqu'à les rendre indissociables. Elle ne savait plus ce qui appartenait au passé et ce qui relevait du présent. Cette confusion la terrifiait, mais elle n'osait pas l'avouer pleinement. Reconnaître ce flou, c'était risquer de remettre en question sa propre certitude. Lucie, consciente de la fragilité de Charlotte, s'inquiétait. Elle avait perçu dans son discours des signes évidents de dissociation, une incapacité à distinguer les figures masculines associées à la violence qu'elle avait subie. Pourtant, dans un cadre judiciaire, ces nuances risquaient d'être ignorées ou mal interprétées. La psychologue savait que la moindre phrase pouvait être utilisée contre l'une ou l'autre des parties, et cette responsabilité la pesait lourdement. Dans un autre coin de la ville, Sabine repensait à sa discussion avec Ève. Ses paroles l'avaient dépassée. Elle n'avait pas voulu accuser Manu, seulement exprimer un doute, une possibilité. Mais plus elle y réfléchissait, plus elle sentait une gêne s'installer. Avait-elle trahi une amitié au moment où elle aurait dû se taire? Ou au contraire, avait-elle osé dire ce que d'autres pensaient tout bas? Ce dilemme moral la rongeait, l'empêchant de trouver le repos. Ève, de son côté, ressassait cette trahison perçue. Pour elle, le doute de Sabine n'était pas une simple hypothèse, c'était une blessure ouverte. Elle avait l'impression que le monde se divisait désormais en deux camps, et qu'elle se retrouvait, malgré elle, du mauvais côté de la barrière. Elle se demanda combien de temps elle tiendrait avant de craquer. La situation de Jérémy, elle aussi, s'enfonçait dans une zone de plus en plus sombre. La décision suspendue de la commission lui donnait l'impression d'être pris dans un purgatoire sans fin. Chaque minute qui passait renforçait son angoisse. Il craignait que ce doute public ne suffise à ruiner sa crédibilité, indépendamment de l'issue finale. Paloma tentait de le soutenir, mais elle sentait bien que ses mots perdaient de leur efficacité. Le regard de Jérémy avait changé, il était habité par une peur sourde, celle d'être définitivement discrédité. Janet, elle, se retrouvait dans une position délicate. En tant que responsable, elle devait préserver l'équilibre de l'hôpital, éviter que cette affaire ne dégénère en conflit ouvert. Mais elle ne pouvait ignorer la gravité des accusations. Elle savait que, quelle que soit la vérité, quelqu'un sortirait brisé de cette histoire. Et cette conscience l'empêchait de dormir. Au commissariat, Baker observait l'évolution du dossier avec une attention accrue. Les éléments matériels semblaient s'accumuler contre Manu, mais quelque chose continuait de lui échapper. Cette impression diffuse que l'affaire était trop bien ficelée, trop parfaite dans sa construction. Il n'osait pas encore formuler cette intuition, de peur qu'elle ne repose sur rien de concret. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de penser qu'un détail essentiel leur manquait. Aude, de son côté, restait pragmatique. Elle se fiait aux faits, aux procédures, aux éléments vérifiables. Pour elle, la confusion psychologique de Charlotte n'excusait pas tout. Elle savait que la justice avait besoin de repères clairs, et que trop d'ambiguïté risquait de tout brouiller. Cette rigueur, nécessaire, la mettait parfois en opposition avec ceux qui cherchaient à comprendre au-delà des apparences. Noura, après avoir appelé Charlotte, se sentit paradoxalement plus mal qu'avant. Elle avait voulu faire preuve de solidarité, mais elle ne pouvait ignorer le malaise qui persistait en elle. Quelque chose, dans le récit de Charlotte, la dérangeait sans qu'elle sache l'expliquer. Une incohérence, une hésitation imperceptible. Elle se demanda si elle n'était pas en train de soutenir une version des faits qu'elle ne comprenait pas entièrement. Dans la journée, Manu reçut un message de Levar. Son avocat insistait sur la nécessité de garder son calme, de ne pas commettre d'erreurs. Chaque geste, chaque parole pouvait désormais être interprétée à charge. Cette recommandation, bien que rationnelle, renforça le sentiment d'impuissance de Manu. Lui qui avait toujours été du côté de l'enquête se retrouvait contraint à l'immobilité, réduit au rôle de suspect silencieux. Il repensa à sa conversation avec Alex. Les mots de son ami résonnaient encore dans son esprit. Ne pas enquêter seul, ne pas prendre de risques inutiles. Mais comment rester passif quand sa vie s'effondrait sous ses yeux? Cette tension intérieure le déchirait, opposant son instinct de policier à la prudence imposée par la situation. À ce moment-là, une certitude commença pourtant à se former, lente mais tenace. S'il était piégé, alors le piège avait été conçu avec une connaissance intime de ses habitudes, de ses failles, de son passé. Quelqu'un qui le connaissait suffisamment pour anticiper ses réactions. Cette idée, plus que toute autre, le glaça. Et tandis que chacun, à sa manière, luttait contre ses propres doutes, une même question flottait dans l'air, lourde et menaçante. Jusqu'où ce jeu de manipulation allait-il aller avant que la vérité ne fasse enfin surface? Au fil des heures, Manu sentit une transformation s'opérer en lui, presque imperceptible mais irréversible.
Ce n'était plus seulement la peur d'être accusé à tort, ni même la colère de se sentir trahi par un système qui l'avait servi avec loyauté. C'était autre chose, plus profond, plus corrosif, la sensation d'être observé, anticipé, comme si chaque pas qu'il faisait avait déjà été prévu par quelqu'un d'autre. Il tenta de reprendre ses habitudes, par réflexe plus que par conviction. Un café avalé trop vite, quelques gestes mécaniques, le regard perdu sur des documents qu'il ne parvenait plus vraiment à lire. Tout lui paraissait soudain artificiel, comme si sa vie se déroulait derrière une vitre épaisse. Ève le voyait bien, ce détachement progressif, cette manière qu'il avait de se refermer sur lui-même pour ne pas laisser l'angoisse exploser. Elle aurait voulu le secouer, lui dire qu'il devait parler, qu'ils devaient affronter ça ensemble. Mais chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, elle se heurtait à ce silence dense, presque protecteur, que Manu avait construit autour de lui. Elle comprit alors que cette épreuve ne les mettait pas seulement face au regard des autres, mais aussi face à leurs propres limites. Dans le cabinet de Lucie, Charlotte revint pour une nouvelle séance. Elle s'assit avec une lassitude visible, les épaules légèrement voûtées, comme si son corps lui-même portait le poids de ce qu'elle n'arrivait pas à exprimer. Sa voix se fit plus hésitante encore lorsqu'elle tenta de décrire ses souvenirs. Par moments, elle affirmait avec certitude ce qu'elle avait vécu. À d'autres, elle se reprenait, doutant de l'ordre des événements, des visages, des gestes. Lucie nota une aggravation de la confusion. Charlotte oscillait entre la nécessité d'être crue et la peur diffuse de ne plus savoir ce qui était vrai. Cette ambivalence la fragilisait dangereusement. La psychologue comprit que, sans intervention rapide, cet état pourrait se figer, se transformer en vérité subjective impossible à déconstruire. Dans l'ombre, cette fragilité devenait un levier. Sans que Charlotte en ait conscience, sa vulnérabilité alimentait un récit qui prenait de plus en plus de poids aux yeux de ceux qui l'entouraient. Chaque hésitation était interprétée comme un traumatisme, chaque contradiction comme une preuve supplémentaire de la violence subie. Le doute, paradoxalement, renforçait sa crédibilité. Pendant ce temps, Sabine se retrouva face à Cécile, et la conversation tourna inévitablement autour de Manu. Les mots furent prudents, mesurés, mais la tension était palpable. Sabine tenta de justifier ses doutes, expliquant qu'elle ne voulait condamner personne, seulement comprendre. Cécile l'écoutait sans vraiment répondre, consciente que cette affaire dépassait largement leurs états d'âme personnels. Pour elle, il s'agissait avant tout d'un dossier explosif, capable d'ébranler bien plus qu'une relation amicale. Ève, informée de ces échanges, sentit une lassitude profonde l'envahir. Elle avait l'impression de se battre contre une marée invisible, contre des conversations qu'elle ne maîtrisait pas, contre des regards qui se détournaient. Plus le temps passait, plus elle se demandait combien de personnes doutaient en silence, combien étaient prêtes à accepter la version la plus simple pour se rassurer. Jérémy, lui, commençait à perdre pied. L'attente de la décision de la commission le rendait irritable, presque paranoïaque. Il interprétait chaque message, chaque appel, comme un signe annonciateur d'une catastrophe imminente. Paloma faisait de son mieux pour le ramener à la réalité, mais elle sentait bien que quelque chose se brisait en lui. Ce n'était pas seulement sa carrière qui était en jeu, mais l'image qu'il avait de lui-même. Janet convoqua Clémence pour tenter d'y voir plus clair. La discussion fut tendue, empreinte d'une méfiance nouvelle. Clémence maintenait ses accusations, convaincue que les similitudes entre les deux thèses ne pouvaient être fortuites. Janet, partagée entre son devoir d'objectivité et son inquiétude pour l'équilibre de l'équipe, comprit qu'elle ne pourrait pas éviter une confrontation directe entre Jérémy et Laurine. Cette perspective la mettait mal à l'aise, mais elle n'en voyait pas d'autre. Au commissariat, Baker reçut de nouvelles informations qui renforçaient la pression sur Manu. Rien de décisif, mais suffisamment d'éléments pour maintenir le soupçon. Il sentit une frustration grandissante l'envahir. Plus il avançait, plus il avait le sentiment de courir après une vérité qui se dérobait constamment. Cette affaire lui rappelait que, parfois, la justice avançait à l'aveugle, guidée par des indices qui ne racontaient qu'une partie de l'histoire. Aude, fidèle à sa méthode, continuait de compiler les faits. Elle ne niait pas la complexité psychologique de Charlotte, mais refusait d'en faire une excuse systématique. Pour elle, le danger résidait justement dans cette zone grise où chacun projetait ses propres interprétations. Elle savait que, tôt ou tard, il faudrait trancher, et que cette décision ferait des victimes, quelles qu'elles soient. Noura, de plus en plus troublée, commença à s'interroger sur son propre rôle. Avait-elle fait le bon choix en soutenant Charlotte sans réserve ? Elle se surprit à repenser à certains détails, à des phrases qui, sur le moment, lui avaient semblé anodines, mais qui prenaient désormais une autre couleur. Ce questionnement la mettait mal à l'aise, comme si elle trahissait à son tour une amie. Dans cette atmosphère lourde, Manu prit une décision intérieure. Il ne ferait rien d'imprudent, comme Alex le lui avait conseillé.
Mais il ne pouvait plus se contenter d'attendre passivement que le piège se referme. Il commença à reconstituer mentalement les événements, à chercher les incohérences, non pas pour enquêter, mais pour comprendre. Comprendre comment quelqu'un avait pu exploiter la fragilité de Charlotte, comment cette affaire avait été orchestrée avec une telle précision. Cette prise de conscience ne lui apporta pas de soulagement immédiat. Au contraire, elle renforça son inquiétude. Car plus il y pensait, plus une idée s'imposait à lui. Le manipulateur savait exactement ce qu'il faisait. Et tant que cette personne resterait dans l'ombre, personne ne serait réellement à l'abri. La nuit tomba une nouvelle fois sur la ville, enveloppant chacun dans ses doutes et ses certitudes fragiles. Et au cœur de cette obscurité, la tension continuait de monter, prête à éclater à la moindre étincelle. Le lendemain s'ouvrit sur une impression d'étau qui se resserrait. Manu le sentit dès les premières minutes, comme si l'air lui-même s'était épaissi autour de lui. Il avait beau suivre scrupuleusement les recommandations de Levar et d'Alex, cette discipline forcée lui donnait l'impression d'être déjà à moitié condamné. Chaque déplacement, chaque regard croisé dans la rue, prenait une dimension suspecte, presque accusatrice. Il découvrait ce que cela faisait d'être observé sans être entendu. Ève, plus attentive que jamais, percevait ce glissement. Elle voyait comment Manu pesait ses mots, comment il s'interrompait parfois au milieu d'une phrase, de peur de dire quelque chose qui pourrait être retenu contre lui. Cette autocensure la rendait folle. Elle aurait voulu crier, provoquer une réaction, n'importe quoi qui briserait cette chape de plomb. Mais elle se retenait, consciente que le moindre éclat pourrait être interprété comme une perte de contrôle. À ce moment-là, elle comprit que cette affaire n'était pas seulement une épreuve judiciaire, mais une érosion lente, méthodique, de leur identité même. Dans le cabinet de Lucie, Charlotte semblait de plus en plus absente. Son regard se perdait parfois dans le vide, comme si elle cherchait à attraper un souvenir qui lui échappait. Elle parlait de Manu avec une certitude apparente, mais dès que Lucie l'interrogeait sur des détails précis, son discours se fragmentait. Les images de Sacha surgissaient alors, violentes, envahissantes, brouillant encore davantage les repères. Lucie sentait l'urgence monter. Elle voyait bien que Charlotte n'inventait rien consciemment. Elle revivait quelque chose de réel, de profondément inscrit en elle. Mais cette réalité intérieure n'était plus alignée avec les faits présents. Le danger était là, une souffrance authentique, exploitée par un contexte qui la dépassait, pouvait devenir une arme redoutable. Et plus Charlotte se sentait soutenue par son entourage, plus elle s'enfermait dans ce récit devenu vital pour sa survie psychique. Pendant ce temps, au commissariat, Baker faisait face à une pression croissante. Les supérieurs réclamaient des avancées, des éléments concrets, des décisions. Il avait beau expliquer la complexité du dossier, il sentait que la patience s'amenuisait. Dans ce genre d'affaires, l'opinion avait besoin d'un coupable identifiable, d'une histoire cohérente. Et pour l'instant, Manu remplissait trop bien ce rôle. Aude, fidèle à sa rigueur, insistait pour avancer étape par étape. Elle refusait de céder à l'émotion, consciente que chaque erreur pourrait coûter cher. Pourtant, même elle commençait à ressentir une forme de malaise. Les pièces du puzzle s'assemblaient trop facilement. Comme si quelqu'un avait pris soin de les disposer à l'avance, à l'endroit exact où l'on s'attendait à les trouver. Cette sensation de manipulation restait diffuse, difficile à formuler, mais elle s'insinuait peu à peu dans les esprits. Dans un tout autre registre, la situation de Jérémy atteignait un point critique. La commission tardait à se prononcer, et cette attente devenait insupportable. Il se sentait jugé en permanence, même en dehors du cadre professionnel. Un simple regard, une conversation interrompue, suffisait à nourrir sa paranoïa. Il oscillait entre la colère et l'abattement, incapable de trouver un équilibre. Paloma, épuisée, se demandait combien de temps elle pourrait encore le soutenir sans se perdre elle-même. Elle l'aimait, mais elle sentait que cette affaire révélait chez lui une fragilité qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Et cette fragilité la mettait face à ses propres limites. Janet, consciente du risque de fracture au sein de l'hôpital, convoqua Laurine. L'entretien fut tendu, chargé de non-dits. Laurine affirma avec assurance être à l'origine de son travail, rejetant toute accusation de plagiat. Mais derrière cette fermeté, Janet percevait une nervosité, une inquiétude qu'elle n'arrivait pas à interpréter clairement. Était-ce la peur d'être accusée à tort, ou celle de voir une vérité dérangeante éclater? La confrontation entre Laurine et Jérémy devenait inévitable, et cette perspective inquiétait tout le monde. Car au-delà de la question du plagiat, c'était un affrontement d'ego, de trajectoire, de légitimité, qui se préparait. Noura, de plus en plus troublée, se retrouva à discuter avec Sabine. Les deux femmes, chacune à leur manière, partageaient un malaise grandissant. Elles n'osaient pas encore formuler leurs doutes à voix haute, mais elles sentaient que quelque chose leur échappait.
Une dissonance subtile, presque imperceptible, entre ce qui était raconté et ce qui se jouait réellement. Ce trouble, loin de les apaiser, les plongeait dans une culpabilité silencieuse. Car douter, dans ce contexte, revenait presque à trahir. De son côté, Manu poursuivait son travail intérieur. Il reconstruisait mentalement chaque étape, chaque interaction avec Charlotte, cherchant non pas à se défendre, mais à comprendre comment il avait pu devenir le centre d'un tel engrenage. Et plus il avançait, plus une hypothèse prenait forme, inquiétante dans sa clarté, la manipulation ne visait pas seulement à l'accuser, mais à le pousser à bout. Quelqu'un espérait le voir dérailler, commettre l'erreur qui rendrait toute défense impossible. Cette idée l'obséda toute la journée. Elle expliquait la précision du piège, la manière dont chaque élément semblait conçu pour provoquer une réaction émotionnelle. Manu comprit alors que sa plus grande force, paradoxalement, serait le contrôle. Résister à l'impulsion, ne pas céder à la colère, même lorsque tout semblait injuste. Mais cette lucidité avait un prix. Elle l'isolait encore davantage, le coupant de ceux qui auraient voulu le voir réagir, se battre ouvertement. Il devenait un homme silencieux, tendu, prêt à encaisser plutôt qu'à exploser. Et tandis que la soirée avançait, une certitude s'imposa peu à peu dans les esprits. Cette affaire était en train de dépasser tous ceux qui y étaient mêlés. Elle n'était plus seulement une question de vérité ou de mensonge, mais un jeu dangereux où chaque fragilité humaine devenait une pièce stratégique. À mesure que les jours s'enchaînaient, la tension atteignait un niveau presque insoutenable. Pour Manu, chaque matin ressemblait désormais à une épreuve. Il se levait avec la sensation d'avoir à prouver son innocence avant même d'avoir ouvert la bouche. Les gestes les plus simples, sortir acheter du pain, croiser un voisin, répondre à un message, prenaient une dimension disproportionnée, comme si tout pouvait être interprété, déformé, retourné contre lui. Ève observait ce combat silencieux avec une inquiétude croissante. Elle voyait bien que Manu s'épuisait à contenir ce qu'il ressentait. Cette maîtrise permanente lui coûtait cher, plus qu'il ne voulait l'admettre. Elle tenta de lui parler, de l'inciter à exprimer sa colère, sa peur, mais il se contentait de réponses brèves, mesurées. Il avait l'impression que s'il lâchait prise, ne serait-ce qu'un instant, tout s'effondrerait. Dans ce silence imposé, leur couple commençait à vaciller. Non par manque d'amour, mais parce que la peur infiltrait chaque recoin de leur quotidien. Charlotte, de son côté, se sentait paradoxalement renforcée par l'attention qu'on lui portait. Les messages de soutien, les regards compatissants, les paroles réconfortantes la rassuraient. Pourtant, au fond d'elle-même, un malaise persistait. Certaines nuits, elle se réveillait en sursaut, incapable de distinguer le rêve du souvenir. Elle revoyait des scènes fragmentées, des gestes sans visage, des voix confondues. Ces moments la laissaient épuisée, mais aussi convaincue que sa souffrance devait être reconnue, validée. Revenir en arrière, douter de son propre récit, lui semblait désormais impossible. Ce récit était devenu une béquille, presque une identité. Lucie, consciente de cette évolution, s'inquiétait. Elle voyait Charlotte s'enfermer dans une narration qui, si elle la protégeait psychologiquement, la coupait aussi de toute remise en question. La psychologue redoutait qu'un point de non-retour soit atteint, rendant toute clarification ultérieure extrêmement délicate. Au commissariat, Baker dut faire face à une réalité qu'il redoutait. La pression hiérarchique se faisait plus insistante. On attendait de lui des conclusions, des décisions. L'affaire Manu devenait encombrante, sensible, et certains estimaient qu'elle devait avancer, coûte que coûte. Baker se sentait pris entre son instinct, qui lui soufflait la prudence, et les attentes d'un système qui supportait mal l'incertitude. Aude partageait ce sentiment, bien qu'elle l'exprimât différemment. Elle poursuivait son travail avec rigueur, mais elle ne pouvait ignorer les incohérences qui s'accumulaient. Chaque fois qu'elle tentait de les souligner, elle se heurtait à la même réponse implicite, tant que rien ne les contredisait frontalement, ces incohérences pouvaient être reléguées au second plan. Cette logique la mettait mal à l'aise. Elle avait toujours cru en une justice fondée sur la précision, pas sur la commodité. La situation de Jérémy atteignit un nouveau palier lorsque la confrontation avec Laurine fut enfin évoquée officiellement. L'idée de devoir se justifier face à elle le plongeait dans une angoisse profonde. Il se sentait déjà coupable, même s'il n'avait rien avoué. La perspective de ce face-à-face réveillait en lui une peur primitive, celle d'être démasqué, quel que soit le camp dans lequel se trouvait la vérité. Paloma tenta de lui redonner confiance, mais ses paroles se heurtaient à un mur de doute. Elle voyait bien que Jérémy n'était plus le même. Cette affaire révélait une part de lui qu'elle ne connaissait pas, une fragilité qui la déstabilisait. Janet, quant à elle, mesurait chaque jour davantage l'ampleur des dégâts potentiels. Si cette histoire éclatait au grand jour, c'est toute la crédibilité de l'hôpital qui pourrait être remise en cause.
Elle se sentait responsable, obligée d'agir avec prudence, mais aussi avec fermeté. Le moindre faux pas risquait de laisser des traces durables. Dans ce climat tendu, Noura commença à prendre ses distances. Elle n'osait pas encore exprimer ses doutes, mais elle ressentait le besoin de se protéger. Soutenir Charlotte lui semblait toujours juste, mais elle ne pouvait ignorer les zones d'ombre qui persistaient. Cette ambivalence la mettait dans une position inconfortable, tiraillée entre loyauté et lucidité. Sabine, de son côté, se reprochait de plus en plus ses paroles passées. Elle sentait qu'elle avait contribué, malgré elle, à fragiliser Ève, à renforcer le sentiment d'isolement autour de Manu. Cette culpabilité la rongeait, mais elle ne savait pas comment réparer ce qui avait été dit. Manu, dans cet enchevêtrement de tension, continua de se concentrer sur une seule chose, ne pas céder. Il avait compris que la moindre réaction excessive serait interprétée comme un aveu déguisé. Cette retenue devenait son ultime rempart. Mais à l'intérieur, la pression montait dangereusement. Il se surprit parfois à imaginer ce qui se passerait s'il abandonnait, s'il laissait la colère prendre le dessus. Cette pensée l'effrayait autant qu'elle le soulageait. Elle révélait à quel point il était au bord de la rupture. Et alors que chacun avançait sur un fil, l'équilibre général semblait prêt à céder. Car une vérité trop longtemps contenue finit toujours par chercher une issue, et personne ne pouvait encore prédire sous quelle forme elle éclaterait. La fatigue s'était installée partout, sournoise, insidieuse, comme une seconde peau. Manu la ressentait dans chaque muscle, dans chaque pensée qui lui coûtait désormais un effort démesuré. Il avait l'impression de vivre sous perfusion, avançant uniquement grâce à une volonté devenue presque abstraite. La maîtrise qu'il s'imposait commençait à fissurer, laissant parfois échapper des silences plus lourds encore que des cris. Ève, attentive aux moindres signes, comprenait que cette résistance avait ses limites. Elle sentait que Manu était en train de payer le prix fort pour ce calme apparent. Certaines nuits, elle le surprenait assis dans le salon, immobile, le regard perdu, comme s'il se préparait mentalement à un choc inévitable. Elle aurait voulu l'en empêcher, mais elle ne savait plus comment intervenir sans aggraver les choses. Dans le cabinet de Lucie, Charlotte franchissait un seuil inquiétant. Ses paroles se faisaient plus affirmées, presque rigides. Là où subsistait auparavant une hésitation, une fragilité visible, s'installait désormais une certitude froide. Elle racontait les faits avec une assurance nouvelle, comme si elle s'était convaincue elle-même de chaque détail. Cette solidification du récit alarmait Lucie. Elle reconnaissait ce mécanisme, une reconstruction psychique destinée à se protéger, mais qui risquait de figer une version des événements au détriment de toute nuance. La psychologue comprit alors que Charlotte n'était plus seulement une patiente en souffrance. Elle était devenue un enjeu, un symbole. Et ce rôle, trop lourd pour elle, la poussait encore davantage dans ses retranchements. Au commissariat, Baker se heurta à une réalité brutale. Les éléments contre Manu, bien que toujours indirects, étaient jugés suffisants pour justifier une avancée décisive. Il ressentit un malaise profond. Cette accélération lui donnait l'impression de participer à quelque chose qui lui échappait. Pourtant, en tant que responsable, il ne pouvait pas simplement s'y opposer sans preuve solide. Aude partageait cette inquiétude, même si elle la formulait avec retenue. Elle avait passé des heures à relire le dossier, à vérifier chaque détail. Et plus elle le faisait, plus une question la hantait. Pourquoi tout semblait-il converger avec une telle facilité ? Cette fluidité suspecte éveillait en elle une méfiance qu'elle n'osait pas encore transformer en certitude. Dans un autre milieu, Jérémy se préparait à l'épreuve qui l'attendait. La confrontation avec Laurine approchait, et cette perspective le terrorisait. Il se sentait piégé, lui aussi, pris dans une spirale qui dépassait son simple travail universitaire. Il craignait que cette affaire ne révèle des failles qu'il n'avait jamais affrontées, mettant à nu ses propres contradictions. Paloma, témoin impuissante de cette dérive, commençait à se demander si elle pourrait encore le soutenir après cette épreuve. Elle l'aimait, mais elle sentait que la situation le transformait en quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. Cette prise de conscience la bouleversait, la forçant à envisager des choix qu'elle aurait préféré ne jamais avoir à faire. Janet, consciente de la gravité de la situation, tenta une dernière médiation. Elle savait que le moindre faux pas pourrait provoquer une onde de choc durable. Mais elle sentait aussi que le temps jouait contre eux. Plus l'incertitude persistait, plus la méfiance s'installait, fragilisant l'ensemble de l'institution. Noura, désormais sur la réserve, se surprit à éviter certaines conversations. Elle ne voulait plus être celle qui prend position sans comprendre. Ce retrait, bien qu'instinctif, la laissait avec un sentiment de lâcheté. Elle oscillait entre le besoin de se protéger et celui de faire face à ce qui lui semblait de plus en plus trouble. Sabine, rongée par la culpabilité, envisagea de parler à Ève.
Elle sentait qu'un non-dit empoisonnait leur relation, mais elle craignait que toute tentative de réparation arrive trop tard. Cette hésitation la paralysait, la laissant dans un inconfort permanent. Manu, de son côté, percevait clairement que quelque chose se préparait. Les regards au commissariat, les silences inhabituels, les conversations interrompues à son approche, tout indiquait une décision imminente. Il se sentit étrangement calme face à cette perspective. Comme si, après tant de tension, l'idée d'un basculement lui apportait une forme de soulagement. Il repensa à Alex, à leurs échanges, à cette mise en garde répétée. Ne pas agir seul, ne pas provoquer l'irréparable. Cette discipline mentale, il s'y accrochait comme à une bouée. Pourtant, une part de lui savait que la suite ne dépendrait plus uniquement de sa maîtrise. La nuit tomba à nouveau sur la ville, lourde, chargée d'une attente presque palpable. Chacun semblait retenir son souffle, conscient que le prochain mouvement pourrait tout changer. Et dans cette obscurité dense, la vérité, encore dissimulée, se rapprochait dangereusement de la surface. Le moment que tous redoutaient finit par arriver sans fracas, presque en douceur, comme si la réalité elle-même avait choisi d'avancer à pas feutrés. Manu le sentit avant même qu'on ne lui dise quoi que ce soit. Il y avait dans l'air une tension différente, plus dense encore, mais paradoxalement plus claire. L'attente avait changé de nature. Elle n'était plus suspendue, elle était sur le point de se résoudre. Lorsqu'il fut confronté aux nouvelles étapes de la procédure, Manu resta étonnamment calme. Ce calme n'était pas celui de l'innocence triomphante, ni celui du désespoir. C'était une lucidité froide, presque douloureuse, acquise au prix de nuits sans sommeil et de doutes incessants. Il comprenait désormais que l'essentiel ne se jouait plus seulement sur le terrain judiciaire, mais sur celui de la vérité humaine, fragile, malléable, souvent instrumentalisée. Ève, à ses côtés, ressentait ce basculement. Elle n'avait plus besoin de mots pour comprendre que quelque chose venait de changer. La peur qui l'avait paralysée se transformait lentement en une détermination silencieuse. Elle savait que, quelle que soit l'issue immédiate, rien ne serait plus jamais comme avant. Leur couple, éprouvé jusqu'à l'os, avait survécu, mais au prix d'une transformation profonde. Dans le cabinet de Lucie, Charlotte atteignit un point de saturation. À force de répéter son récit, de l'affirmer avec une certitude rigide, une fissure apparut. Pas une confession, pas un aveu clair, mais un vacillement. Un instant où son regard se troubla, où sa voix perdit de son assurance. Elle exprima un malaise diffus, une fatigue extrême, comme si porter cette histoire devenait trop lourd. Lucie comprit alors que Charlotte n'était pas une manipulatrice consciente, mais une jeune femme enfermée dans une construction psychique qui la dépassait. Ce constat, tardif mais essentiel, éclairait d'un jour nouveau toute l'affaire. La souffrance de Charlotte était réelle, profonde, mais elle avait été orientée, exploitée, nourrie par un contexte qui lui donnait un sens rassurant, celui d'une victime désignée face à un coupable identifié. Revenir en arrière lui semblait désormais impossible sans s'effondrer. Au commissariat, Baker dut reconnaître ce que son instinct lui murmurait depuis le début. L'affaire ne tenait pas uniquement sur des faits, mais sur une accumulation de fragilités humaines, mises bout à bout avec une précision inquiétante. Cette prise de conscience ne lui apporta pas de satisfaction, seulement un malaise persistant. Il savait que, même en avançant, il laisserait derrière lui des blessures irréparables. Aude, confrontée à cette complexité, ressentit pour la première fois une forme d'impuissance. Elle avait suivi les procédures, compilé les éléments, fait son travail avec rigueur. Pourtant, elle devait admettre que la vérité ne se laissait pas toujours enfermer dans des rapports et des preuves matérielles. Cette affaire l'obligeait à regarder en face les limites de son métier. Du côté de l'hôpital, la confrontation tant redoutée entre Jérémy et Laurine eut lieu dans une atmosphère lourde, presque irréelle. Les explications s'enchaînèrent, les versions se heurtèrent, mais aucune ne parvint à s'imposer clairement. Le doute persistait, corrosif, laissant planer l'idée que la vérité académique, elle aussi, pouvait être plus trouble qu'on ne voulait l'admettre. Pour Jérémy, ce moment marqua une rupture définitive. Qu'il soit blanchi ou non, il savait que son regard sur lui-même venait de changer à jamais. Paloma, témoin de cet effondrement, comprit qu'elle ne pourrait pas faire semblant indéfiniment. L'amour ne suffisait plus à compenser les fissures révélées. Cette lucidité douloureuse l'obligeait à envisager un avenir incertain, loin des certitudes qu'elle croyait acquises. Noura, quant à elle, assista à la suite des événements avec un sentiment de malaise persistant. Elle réalisait qu'en voulant soutenir, elle avait peut-être contribué à renforcer une version trop simple d'une réalité infiniment plus complexe. Cette prise de conscience la marqua durablement, l'obligeant à reconsidérer sa manière de se positionner face à la souffrance des autres. Sabine finit par trouver le courage de parler à Ève.
Les mots furent maladroits, chargés de regrets, mais nécessaires. Cette conversation n'effaça pas les blessures, mais elle permit de reconnaître l'erreur, de nommer le doute, de le sortir de l'ombre. Ève accepta ces paroles sans illusion. Elle savait que certaines failles ne se refermaient pas complètement, mais elle apprécia ce geste tardif, preuve que tout n'était pas perdu. Manu, enfin, atteignit une compréhension essentielle. Ce qui l'avait frappé le plus durement n'était pas l'accusation en elle-même, mais la facilité avec laquelle un homme pouvait être réduit à un rôle, à une image, sans que l'on prenne le temps de regarder l'ensemble. Il comprit que le piège ne visait pas seulement à le détruire professionnellement, mais à le pousser à perdre ce qui faisait sa force, sa capacité à garder le contrôle, à croire encore en une justice imparfaite mais nécessaire. En refusant de céder, il avait brisé une partie du mécanisme. Pas suffisamment pour triompher, peut-être, mais assez pour empêcher l'irréparable. Cette victoire intérieure, discrète, lui appartenait désormais. Lorsque la nuit retomba sur Montpellier, elle n'avait plus la même saveur. Elle portait encore les traces de la peur, de la colère, de l'injustice, mais aussi celle d'une lucidité nouvelle. Chacun des protagonistes avançait désormais avec une conscience accrue de ses propres limites, de ses failles, et du prix à payer lorsque la vérité se mêle à la souffrance humaine. L'affaire n'avait pas livré toutes ses réponses, mais elle avait révélé l'essentiel. Dans ce jeu dangereux où la manipulation se nourrit des blessures, la frontière entre victime et coupable est parfois plus fragile qu'on ne veut l'admettre. Et c'est précisément dans cette fragilité que réside le véritable drame.